Yes. Bon ben, on est en train de se connecter. J'espère que les slides passent bien. Bonjour à tous. On va parler un peu de SEO aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer dans le chat que le son et le deck sont OK. Bonjour Chloé, bonjour Thibaut. Super. Parce que la dernière fois, on a un petit souci de son. Alors, on va s'assurer cette fois-ci qu'on est nickel sur le son, sur l'image. Sur la météo, on peut pas trop, mais en tout cas sur le reste, on va essayer d'être au rendez-vous cette fois-ci. J'espère que tout le monde va bien. On va parler aujourd'hui de SEO. Je suis pas tout seul sur ce webinaire. Je suis avec Alice qui va dire un petit mot et se présenter. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Donc vous êtes assez nombreux encore à arriver là. On démarre à l'heure aujourd'hui. On va parler de SEO. Alors c'est un sujet qu'on n'a pas traité depuis un petit moment. Nous, c'est vrai que chez Marketing, on s'était pas mal positionné, nous, sur l'inbound depuis 2012, 2013. On était parmi les premiers à parler de tous ces sujets-là. Le SEO est une des composantes, effectivement, majeures, principales, hein, de cette stratégie de contenu, de cette stratégie d'acquisition. On voulait refaire un petit rappel aujourd'hui sur le SEO. Alors, c'est un contenu qui est assez débutant. Le but, c'est vraiment quand même de reposer les enjeux, de reposer les objectifs, hein, et puis de vous donner quand même quelques pistes actionnables pour pour que vous puissiez progresser sur ce canal et comprendre surtout pas faire certaines erreurs qui sont assez récurrentes et qu'on rencontre chez nos clients. Donc, ce que je disais, c'est que je suis aujourd'hui avec Alice. Tu veux dire un petit mot, Alice? Bonjour, oui, je suis Alice, je suis consultante SEO chez Marketive et mon travail au quotidien, c'est d'accompagner nos clients pour pouvoir améliorer leur performance et leur visibilité sur les moteurs de recherche. Et puis moi, je suis Christian Neff, du coup, je suis fondateur de Marketive et c'est moi qui vais du coup avec Alice présenter ce sujet, mais c'est Alice, la vraie experte aujourd'hui qui est avec nous. Et un petit mot sur nous rapidement. Donc Marketive, ça fait 8 ans qu'on existe. On est une quarantaine de personnes. On a accompagné aujourd'hui à peu près 300 clients. On est prestataire BPI, on est lauréat du réseau Entreprendre, on est soutenu aussi par la région Île-de-France. Et puis notre offre de service aujourd'hui, elle est assez large. On a créé un framework qui s'appelle Rebel, donc Rebel pour Resolve, Build, Execute, Learn, qui va reprendre toute notre proposition de valeur. On va faire du conseil dans la digitalisation, on va faire du métier d'intégrateur aussi, donc tout ce qui est création de site internet, et on verra à quel point c'est intéressant pour le SEO. On va faire du CRM, on va faire du service client, on va faire du marketing automation et souvent un mix de tout ça pour construire une stack technologique marketing-vente chez nos clients. Et puis, on va aussi accompagner nos clients à faire vivre, là, plutôt en mode agence. Et c'est là aussi, on va faire de l'optimisation SEO, de la production de contenu, et puis aussi former nos clients à devenir autonomes et à utiliser ça au quotidien pour faire de l'acquisition, pour faire de la conversion, pour faire du business au sens large, et tout ça au service de la croissance. Donc, pour des clients variés, des grands, des petits, des moyens, des B2B, des B2C, des compliqués, des simples. On a vu pas mal de choses et ça va nous permettre en fait de vous donner, je pense, un panel assez large de ce qu'on peut faire aujourd'hui, aujourd'hui en l'occurrence en termes de SEO. Pour entrer dans le vif du sujet, on va quand même remobiliser quand même le sujet en se disant pourquoi faire du SEO et pourquoi investir là-dedans. Le mot investir est important parce que tout le monde fait un peu de SEO par définition. On va parler des piliers d'une stratégie SEO efficace. On va aussi donner quelques pistes concrètes sur comment commencer. Et là, on va parler globalement d'audit. Il y a plusieurs types d'audits et l'idée, c'est de vous donner aussi les clés parce que souvent, c'est un amalgame, on mélange un peu tout. Alors, on voulait bien recloisonner les thèmes et puis vous donner du focus. Et puis, on va faire un point, on va donner un peu d'emphase sur la partie contenu, qui est un des fameux piliers du SEO. Mais vous donner quelques éléments, puis quelques rappels et puis quelques erreurs à éviter là-dessus. Donc, ça va nous occuper, je pense, pendant 30-40 minutes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et puis on les traitera au fil de l'eau si ça s'inscrit et puis sinon, on pourra les traiter après. Et si on n'a pas le temps, vous nous écrivez et puis on se penchera dessus avec Alice et puis on essaiera de vous apporter des réponses les plus expertes possibles. Alors, pourquoi investir en SEO? Il y a plusieurs choses, en fait, finalement, là derrière. Il y a quelque chose qui est finalement d'être vraiment visible dans les moteurs de recherche. Parce que tout le monde est dans les moteurs de recherche. Dès que vous faites votre site, au pire, vous tapez votre nom de marque, etc. Au bout d'un moment, vous allez apparaître effectivement dans Google. Il y aura effectivement un enregistrement du webinaire. Il y a des gens qui nous demandent dans le chat. On va vous envoyer un replay, on va vous envoyer le deck aussi. Donc, si vous voulez le réutiliser, il n'y aura pas de problème. Donc être vraiment visible, parce que être vraiment visible, ça veut dire apparaître quand même dans les premiers résultats, parce qu'apparaître en page 2, en page 3 ou en bas de première page, c'est pas évident.
Et ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on essaye d'accompagner nos clients parce que c'est un enjeu majeur. Tu as quelques chiffres aussi à nous donner là-dessus, Alice? Oui, l'objectif, c'est de se dire que de manière générale, 67% des clics dans les résultats de recherche vont aux 5 premiers résultats organiques. Donc, quand on a décidé sur quelle requête on a envie de se positionner pour derrière attirer des utilisateurs sur son site, l'objectif, c'est d'aller truster ces premières positions en priorité. Donc, parce que finalement, être dans les moteurs de recherche, tout le monde y est, mais y être vraiment, ça veut dire être top 1, top 2, top 3. Il y a une autre raison, alors il y a plein de bonnes raisons, mais il y a une autre raison qui va être aussi d'être sur des clients qui sont en recherche. Parce que souvent, quand on va faire de l'ADS, de la publicité ou de la sollicitation, vraiment les alternatives qu'on va rencontrer souvent, c'est j'envoie de l'email, j'envoie éventuellement du courrier, je fais du display, je fais du push, je fais de l'email, enfin j'ai plein de canaux qui sont sortants. Et le problème de ça, c'est aussi qu'on va tomber sur des gens qui sont pas forcément en demande, en recherche, etc. Donc ça crée de la nuisance, c'est un peu intrusif. Le SEO, il a l'avantage finalement aussi d'être présent sur des gens qui ont des vrais projets ou qui ont des vrais besoins. Et les chiffres aussi le prouvent. Oui, puisque on estime que 93% des expériences online, elles commencent avec un moteur de recherche et tout le monde au quotidien se sert des moteurs de recherche pour répondre à des problématiques qu'on peut rencontrer. L'objectif pour vous, c'est d'essayer d'aller chercher des clients qui ne vous connaissent pas encore en essayant d'être présent sur les requêtes que eux vont taper sur Google pour répondre à une de leurs problématiques et trouver une solution à leurs questions. Et cette solution, c'est souvent le produit ou le service effectivement que vous vendez, d'où l'intérêt effectivement d'investir en SEO. Et puis après, il y a encore on pourrait faire une longue liste, mais on voulait vraiment aller plus vite après dans la partie plutôt audit et la partie expertise. Mais il y a cette notion aussi de coût d'acquisition. Le SEO, on dit souvent le SEO est gratuit. Alors en l'occurrence, c'est pas si gratuit que ça. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est que ça permet quand même à un moment d'être moins dépendant des leviers payants. Hein. Si on est complètement absent de Google en naturel, c'est qu'à un moment il faut être présent au moins en AdWords. Donc tout ça, c'est à chaque fois du coup par clic, c'est effectivement des investissements. Donc à un moment, investir en SEO, c'est aussi s'affranchir ou en tout cas pouvoir réduire ou rebalancer son marketing mix au profit du SEO et à terme du coup d'avoir un coût d'acquisition ou un coût par lead qui est peut-être un peu plus efficace. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Alice? Oui, une stratégie SEO, ça se travaille sur le long terme en effet. Donc c'est vraiment un investissement humain qui est fort au début parce qu'il faut de la régularité, il faut créer des contenus, ça prend du temps. Mais quand on a atteint un rythme de croisière, qu'on a mis en place ces process, qu'on a une roadmap prédéfinie, une stratégie de contenu qui est planifiée sur le long terme, derrière on va avoir un vrai gain sur son acquisition et son trafic, puisque une fois qu'on est bien installé et visible sur les moteurs de recherche, même si ça peut prendre 6 mois, derrière, on est toujours présent, contrairement à de l'ADS où quand on coupe l'ADS, on est moins présent et plus visible sur les requêtes qu'on avait décidé de spotter à la base. Et il y avait une image qu'on utilisait à l'époque, je ne sais pas si elle est complètement juste, mais il y a cette notion d'être locataire versus propriétaire. On est un peu dans cette idée-là. Alors, c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on a 0 travaux et 0 coûts, hein, ça s'entretient. Mais à un moment, c'est d'avoir des positions effectivement qui sont bien placées. C'est une forme près d'asset aussi, en tout cas quelque chose que vous avez dans votre marketing mix qui génère du résultat et qui est plutôt quelque chose qu'on doit entretenir versus un loyer qu'on va payer à Google tous les mois pour être bien positionné avec de l'AdWords. Donc voilà les grands enjeux en fait de pourquoi c'est intéressant de faire du SEO. Et puis on va rentrer dans les piliers, expliquer quand même les grandes dimensions. Il y en a 3, il y en a peut-être encore plus, hein, il y en a certains qui ont différentes dynamiques. On va se focuser sur cela. Tu veux développer cette partie-là, Alice? Oui, quand on commence à travailler son SEO, il est important de bien savoir comment fonctionne l'algorithme et quels sont les points qu'il va falloir travailler pour être bien référencé. Il y a 3 grands piliers en SEO, donc il y a toute la partie technique pour s'assurer que votre site il est prêt à être référencé, qu'il est accessible aux robots d'indexation. Ensuite, le contenu. Le contenu, c'est la partie vraiment essentielle du SEO puisque c'est grâce à vos contenus que l'algorithme va comprendre votre expertise et vous positionner sur des mots-clés. Et également la popularité. La popularité, c'est aussi un facteur de ranking vraiment important aujourd'hui et ça correspond au nombre de sites externes qui vont faire un lien vers le vôtre. Ok, on va faire un focus sur la partie technique. Donc la partie technique,
C'est vrai que nous, on l'avait vu depuis maintenant une dizaine d'années qu'on est dans cet écosystème-là. On avait vu des arrivées, un moment où des évolutions quand même très fortes sur les dernières années, même si le web existe maintenant depuis longtemps, mais on avait l'arrivée du HTTPS, qui est le petit cadenas que vous avez en haut dans l'URL et qui fait que le site est sécurisé. On avait à un moment aussi un héritage avec des sites potentiellement en flash qui apparaissaient pas. On avait une époque aussi où tous les sites n'étaient pas non plus optimisés pour les téléphones, et maintenant c'est vrai que le trafic téléphone, c'est plus de la moitié du trafic en général. Donc le SEO technique a aussi beaucoup évolué. Il y a des notions de vitesse, etc. C'est quoi pour toi, Alice, les grands enjeux finalement d'un site qui est optimisé techniquement? Un site optimisé techniquement, son objectif, c'est de pouvoir délivrer à Google les contenus que vous allez lui proposer. Donc, la première chose, c'est de s'assurer que vos URL sont accessibles, qu'elles ne sont pas bloquées à l'indexation, que votre code source est conforme aussi aux recommandations de Google, par exemple en utilisant du balisage sémantique pour essayer vraiment de transmettre à l'algorithme les informations dont il pourrait avoir besoin pour comprendre votre site web. Et également, est-ce qu'il est sécurisé? C'est très important parce qu'aujourd'hui, l'algorithme se ressent vraiment aussi sur l'expérience des utilisateurs, et un site qui n'est pas sécurisé n'optimise pas l'expérience que peuvent avoir les utilisateurs pendant la navigation. Et la deuxième partie qui est aussi très importante pour être bien référencé et pour avoir un SEO technique optimisé, c'est la performance du site. Aujourd'hui, la vitesse de chargement, c'est un critère de référencement qui est très importante pour Google. Si un site met plus de 3 secondes à se charger, il n'est pas optimisé pour l'expérience des utilisateurs. Au-delà de ça, on voit aussi que on va vraiment baisser sa conversion si un site met trop de temps à se charger. Et la dernière partie qui est très importante aussi à ce sujet, ça va être la version responsive du site Internet. Il faut que votre site puisse être accessible sur tout type de support et de manière optimisée. Alors, donc, il y a encore une liste, je pense, qui est beaucoup plus longue que ça. Là, c'est des points un peu principaux. Ce qui est un petit peu parfois un peu traite, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se voient pas de l'extérieur. Par exemple, on parlait des balisages, effectivement, des titres. Donc, en fait, pour Google, en fait, on peut taguer sur un site, par exemple, le titre avec des balises, on appelle ça des H1, des H2, des balises titres, etc. Parfois, il y a des gens qui font un site où ils vont juste simplement changer la taille ou la graisse, effectivement, des titres. Ça, typiquement, c'est pas interprété de la bonne manière par les moteurs pour prioriser l'information, et ça va du coup limiter aussi votre performance à un moment SEO, et c'est tout ça qu'on essaie d'adresser à un moment dans cette logique de SEO technique. Et du coup, des sujets à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de liens potentiellement brisés, il faut pas optimiser ces fameuses balises, il faut que ce soit sécurisé, il faut pas qu'on ait parfois, on peut aussi avoir des petits... une façon de communiquer qu'on a avec les modeurs, c'est ces fameuses balises images, ces balises no-index, ces fichiers robots TXT qui peuvent être à un moment mal mis en place ou qui peuvent donner un signal de ne m'indexe pas, ne me suis pas, etc. par erreur. Parce qu'un développeur à un moment a fait une preview, il a oublié d'enlever ce truc-là, etc. Et ça va causer effectivement des problèmes ou d'une manière générale, le poids des images qui peut entraîner une lenteur du site. Et donc tout ça, finalement, c'est des choses que vous allez traîner dans le temps et qui, quand bien même vous allez optimiser les autres piliers dont Alice a parlé tout à l'heure, à savoir le contenu et la popularité, c'est quelque chose que qui va être limitant pour vous. Donc à un moment, c'est aussi un sujet où il faut se pencher dessus, et peut-être que parfois la solution, c'est de repartir sur une base un peu plus propre. Si il y a trop d'optimisation à faire, ou qu'on est sur un langage un peu trop ancien, ou un système un peu trop lent, ou un système avec un empilement de plugins WordPress qui pourrait être compliqué à rattraper ou à cleaner. Donc ça, après, c'est des arbitrages qui viendront plutôt de la partie audit, mais on en reparlera un peu tout à l'heure. Le contenu, donc ça, tu disais, c'est la pierre angulaire du coup de la stratégie SEO. Comment on fait du contenu pour le SEO, Alice? Oui, le contenu, c'est vraiment la partie la plus importante, puisque c'est vraiment le cœur de votre stratégie SEO. C'est grâce au contenu que l'algorithme va comprendre de quoi parle votre site, et c'est grâce à vos contenus du coup que vous serez référencé. Il y a 2 choses très importantes à retenir pour faire un contenu qui va vous permettre d'avoir une stratégie SEO efficace. La première, c'est qu'il faut un contenu de qualité qui va avoir une forte valeur ajoutée pour vos utilisateurs. Pourquoi? Parce que plus l'algorithme de Google se met à jour et plus il arrive vraiment à détecter quels sont les contenus qui vont être qualitatifs, à forte valeur ajoutée, et les contenus qui vont l'être moins. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à la requête de l'utilisateur et de toujours avoir l'utilisateur en ligne de mire quand on crée une stratégie SEO de contenu, et également avoir un contenu optimisé, parce qu'un contenu très qualitatif
mais qui n'est pas compris ou mal compris par Google, ne pourra pas être bien référencé non plus. Et là, c'est tout l'enjeu du balisage sémantique dont on parlait tout à l'heure, donc à savoir baliser ses titres et ses sous-titres, baliser ses images aussi, parce que Google ne lit pas les images, donc pour lui faire comprendre quel est le sens des images que vous mettez sur votre page. Et tout ça ensemble va vous permettre de pouvoir optimiser vos contenus sur des mots-clés qui ont rapport avec votre thématique, pour derrière essayer de vous apporter un trafic plus qualifié sur votre site internet. Et puis d'une manière générale, le contenu de qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. C'est effectivement à un moment quelque chose qui va adresser la requête et qui va non seulement effectivement, je pense, être informatif par rapport aux mots-clés sur lesquels on se positionne, mais aussi c'est agréable à consommer. On parle de plus en plus de design aussi, de l'UX, du taux de rebond qui va être pris en compte. On va avoir potentiellement, est-ce qu'il y a de la vidéo, est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'il y a des infographies, est-ce que c'est illustré, est-ce que c'est lisible, etc., etc. Donc qualité, c'est pas forcément que du texte au kilomètre, c'est aussi effectivement tout ce qu'il y a autour pour un moment faire en sorte que le user soit satisfait de cette page par rapport à la requête qu'il a fait. Ouais. Et il y a quelque chose, si je peux l'ajouter, qui est de plus en plus important aussi en SEO, c'est l'UX de votre site internet. Donc exactement comme Christian l'évoquait, c'est un critère de ranking qui est assez récent pour Google et en ce moment on est en pleine mise à jour de Page Experience. L'objectif c'est d'essayer d'optimiser au mieux la navigation, l'accessibilité du site pour qu'elle puisse convenir aux utilisateurs et pas uniquement aux moteurs de recherche. Il y a quelques questions techniques sur les outils, etc. qu'on utilise. On en parlera un peu tout à l'heure dans la partie un peu plus action. Donc on reprendra ces questions-là un peu tout à l'heure pour l'optimisation. Effectivement, après, il y en a qui parlent de contenu audio ou de contenu vidéo dans les pages. Tout ce qu'on peut faire à un moment qui va satisfaire le user et créer, je pense, de la présence sur la page et je reste sur la page et je consomme le contenu, tout ça va à un moment être analysé comme étant favorable par Google et si par le user favorable, forcément par les moteurs aussi interprété comme un signal de qualité. Et du coup, comment on rédige un contenu optimisé ? Donc, pour rédiger un contenu optimisé, plusieurs étapes. La première, c'est de choisir d'abord une requête qui va être pertinente pour optimiser votre contenu. Ça va vous permettre d'être visible sur une requête pertinente pour votre business, pour vous rapporter un trafic qualifié. Une fois que vous avez choisi cette requête, tout l'objectif va être de structurer votre contenu avec des balises que comprend Google et également en écrivant un contenu pertinent et qualitatif pour vos users. La troisième chose, du coup, c'est de répondre à la requête aussi de votre utilisateur, à sa question, puisque quand quelqu'un fait une recherche sur Google, il attend une réponse claire à sa question. Si vous n'êtes pas en mesure de lui apporter dans votre contenu, vous n'allez pas forcément être bien référencé pour la requête que vous ciblez. Et enfin, la dernière chose, ça va être de créer un contenu original et qui n'est pas dupliqué, puisque le duplicate content aujourd'hui est pénalisé par Google. Donc, c'est vraiment important de créer un article de toute pièce et de pas aller récupérer, faire des copier-coller de choses déjà existantes en ligne. Et ça, ces points-là, il est important, je pense, sur choisir la requête. C'est là où il y a, c'est un peu le début, parce que souvent, il y a un peu d'ego, il y a un peu de vanity sur, tiens, j'ai envie d'être premier sur ça. Sauf que le ça, c'est un peu un fantasme peut-être du DG ou du directeur marketing, et le ça rapporte pas du tout de clients. Une bonne manière de le savoir, je trouve, c'est d'acheter peut-être certains mots-clés en AdWords, effectivement. Et si en AdWords, globalement, vous êtes positionné et votre landing page, elle ne convertit pas et ça n'a aucun intérêt, vous avez gagné du temps plutôt que de faire 2 ans de SEO pour optimiser nos requêtes et qui finalement, derrière, ne génèrent aucun retour pour vous. Donc, souvent, on a des sensations de qu'est-ce qu'on pense être une bonne requête. On le verra tout à l'heure que les outils vont quand même un peu nous challenger et on va aussi pouvoir voir ce que font nos concurrents potentiellement et ça va nous donner aussi des idées sur qu'est-ce qui est vraiment une bonne requête. Et tout commence aussi de là. Ok, et la partie popularité. Alors, popularité, c'est vrai qu'on met là derrière pas mal de choses, et principalement les liens dont on va parler là. C'est ça. Pour qu'un site rank et soit bien référencé, il faut aussi qu'il soit populaire. Quand on parle de popularité, donc on parle de recevoir des liens depuis d'autres sites. En SEO, on appelle ça des backlinks. Et comment fonctionne l'algorithme de Google par rapport à ça? L'algorithme Google interprète un site comme étant de qualité si d'autres sites font un lien vers le site en question. Donc en fait, ça, pour lui, c'est un gage de confiance et de sécurité, puisqu'il se dit, voilà, si d'autres personnes citent ce contenu, ça veut dire qu'il est qualitatif et donc je vais pouvoir le proposer sans crainte dans les résultats de recherche pour mes utilisateurs. Et comment on fait ça? Donc, comment on fait? Donc, on peut obtenir des liens naturels et souvent, quand on génère un vrai contenu de qualité, on obtient des liens naturels puisqu'on a plus vocation à être
cité dans des articles de blog ou sur des pages web qui parlent du sujet dont nous on a traité dans nos contenus. Également, on peut partager son contenu sur les réseaux sociaux, ça maximise les chances d'être repris derrière. Et pourquoi pas créer des vidéos, des infographies, des contenus qui sont faciles à consommer et qui sont plus facilement repris et qui vont vous permettre du coup d'être sourcés sur les sites internet qui reprennent vos contenus. Ça, c'est pour la partie naturelle. Après, il est vrai que quand on veut booster ses performances SEO, qu'on veut aller un peu plus vite, on met souvent en place une stratégie de netlinking. Et là, ça va s'articuler autour de partenariats. Donc, par exemple, prendre un nom de domaine pour faire des partenariats et faire des échanges de liens en triangulant ces liens avec des sites partenaires. Faire des relations presse aussi pour pouvoir avoir des beaux liens dans des sites de médias, par exemple, qui ont beaucoup d'autorité pour Google. Donc ça va vraiment booster vos performances et aussi se faire accompagner par une agence de netlinking puisque ces agences, elles ont des réseaux de sites partenaires pour vous aider à rapidement faire des liens. Et c'est là où on voit souvent des articles un peu le top 10 des influenceurs de tel et tel secteur d'activité, les 10 outils à utiliser. En fait, je pense qu'il y a aussi une notion dans la popularité, c'est un moment du donnant-donnant. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, pour récupérer des liens, faut aussi en donner. Si on est tout chez nous comme ça, agrippé à nos contenus à nous, c'est qu'à un moment, faut, je pense, ouvrir un peu ses chakras, parler des autres, puis derrière, eux, ils vont identifier qu'on a parlé d'eux, ça va derrière créer de la visibilité, ils vont partager ça sur les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment des backlinks. Ouais, c'est pas considéré comme des backlinks. Typiquement, tweeter quelque chose, ça va pas créer un backlink, mais par contre, de plus en plus, a priori, les moteurs de recherche aussi analysent ça comme étant un signal, et ça va rentrer au même titre que les liens, en tout cas dans un paramètre de popularité des contenus que vous proposez. C'est ça. Par où commencer? À un moment, il faut savoir de où on part. Donc, c'est là où, en fait, l'audit SEO va prendre du sens. Et encore une fois, l'audit SEO va, à un moment, rappeler tous ces gros paramètres. On parlait de technique, on parlait de contenu, on parlait de popularité. Donc, tous ces contenus-là, en fait, tous ces aspects-là ou tous ces piliers-là, on peut les couvrir effectivement. Et c'est là où on va parler des outils. Je vois que dans le chat, vous déchaînez sur quel outil il faut utiliser. L'objectif, là, c'est d'identifier effectivement un certain nombre de pistes d'amélioration sur l'ensemble de ces sujets-là. Et ça va nous permettre, en fait, au regard des performances qu'on a, de ce qu'on observe chez les concurrents, de définir une roadmap, en fait, de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut optimiser sur son site? Quel type de contenu il faut produire? Quels liens il faudrait générer? Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Comment j'identifie les problèmes? Comment je crée finalement un backlog ou une roadmap d'actions? Lesquelles sont prioritaires? Lesquelles sont moins prioritaires? Et qui vont nous permettre d'avancer. Donc, la partie audit technique, comment on fait ça, Alice? Donc, l'audit technique, son objectif principal, ça va être de déceler des problèmes qui pourraient potentiellement bloquer le référencement de votre site. Donc là, on va regarder est-ce qu'il y a des 404 sur notre site, est-ce qu'il faut optimiser ses balises, tout ce qui a trait à la sécurité et à l'accessibilité de vos pages également, si vous avez du contenu dupliqué, également tout ce qui est vitesse de chargement. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des crawlers. Donc les crawlers, ce sont des outils qui vont reproduire le chemin que prendrait un robot d'indexation pour découvrir votre site et le lire. On a des outils comme Screaming Frog, par exemple, qui sont très performants pour faire ça. OnCrawl, Botify, tous ces crawlers, en passant sur votre site depuis une URL donnée, donc par exemple votre homepage, vont suivre tous les liens que vous faites sur votre site et vous indiquer toutes les pages qui sont accessibles via ces liens et est-ce qu'elles ont ou non des problèmes techniques et est-ce que ça peut ou non impacter votre référencement. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser la Search Console. C'est un outil qui est mis à disposition par Google pour les sites internet. C'est un outil gratuit que vous pouvez installer pour votre site. Cette Search Console, elle est vraiment importante pour savoir si vous avez des problèmes de couverture ou d'indexation. Dès que vous avez un problème d'indexation, vous allez recevoir une notification. Vous aurez les recommandations Google pour la prendre en charge. L'objectif, c'est d'être réactif et d'être sûr que pour votre site, il est toujours accessible et également responsive, puisqu'il y a toute une partie qui va vous donner des recommandations sur comment optimiser votre site pour le mobile, parce que c'est un facteur de ranking très important. Et enfin, on a PageSpeed Insights, qui est aussi un outil proposé par Google. Et cet outil, il va vous permettre vraiment d'avoir plus d'informations sur toutes les améliorations que vous allez pouvoir apporter pour améliorer la performance et la vitesse de chargement sur votre site. Après cet audit, l'objectif, c'est que vous puissiez avoir un plan d'action pour prioriser et mettre en place toutes vos optimisations. Il y a quelqu'un qui nous parle des balises alt sur les images. Oui. Comment est-ce que ça suffit d'inclure des alt textes sur ces images? Tout à fait. En fait, c'est la bonne pratique, c'est de mettre son image, de la réduire, qu'elle fasse moins de 100 kilooctets idéalement, et de mettre une balise alt avec idéalement un mot-clé en rapport avec le contenu dont vous êtes en train de parler.
Et pareil pour les vidéos. Pour les vidéos, non. En revanche, le vidéo, c'est vraiment de plus en plus important en SEO parce que de plus en plus, Google commence à faire de la reconnaissance vocale. Donc, il va pouvoir comprendre les contenus qui sont, ce qui est dit dans la vidéo. Du coup, c'est, je pense, un contenu sur lequel on peut capitaliser si on a envie d'améliorer son référencement. Et de plus en plus dans les SERP, on voit des rich snippets avec des vidéos qui sont mis en avant et au détriment peut-être plus d'articles à proprement parler. Donc, en fonction des requêtes, faire des vidéos, ça peut être une très bonne manière d'améliorer son référencement. Les SERP sont les pages de résultats sur Google. Donc, c'est là où vous allez avoir de plus en plus des résultats structurés. À l'époque, c'est vrai qu'on avait que finalement le titre du site avec le lien et puis derrière un tout petit bout de méta-description. Maintenant, on se retrouve avec une liste peut-être qui vient d'un site, une vidéo qui vient d'un autre site, une adresse de boîte qui vient encore d'un autre site, ce qui est des résultats un peu structurés. Et aussi là, il y a un peu de technique sur comment finalement utiliser à son avantage ce type de display. C'est ça. Et si je peux juste revenir sur la question sur les vidéos, on peut pas les optimiser avec une balise alt pour les images, mais en revanche, la bonne pratique, ça va être de les compresser, de mettre en place un lazy loading, par exemple, pour pas que ça bloque le rendu de la page, puisque souvent les vidéos, ça peut être des contenus qui sont un peu lourds à charger. La sémantique. Alors, l'audit sémantique, c'est principalement autour des mots-clés. Comment on s'y prend pour avancer là-dessus, Alice? Donc, quand on fait un audit sémantique, notre objectif, là, ça va être vraiment de faire un état des lieux sur toutes les requêtes qu'on a aujourd'hui et de trouver des nouvelles opportunités SEO à travailler pour être mieux référencés. Ça comprend une analyse concurrentielle puisque c'est aussi en auditant vos concurrents organiques que vous allez savoir comment faire pour être bien référencé sur vos thématiques. Il faut savoir qu'en SEO, en fonction de votre secteur d'activité, les concurrents organiques qui rentrent très bien sur les requêtes en rapport avec votre thématique sont un peu des modèles pour Google dans cette thématique-là. Donc, l'objectif, ça va être de voir ce qu'ils font, de l'adapter et également de trouver peut-être des niches SEO ou des endroits où eux n'auraient pas pensé à se référencer pour vous aussi pouvoir truster ces positions-là et récupérer un trafic qualifié. Pour les outils, du coup, on passe sur des outils vraiment purement d'analyse de mots-clés de type donc SEMrush, qui est un des plus connus du marché. On a également des outils comme Ahref, Udainsight, Ubersuggest. Il y en a beaucoup. L'objectif, c'est d'essayer de trouver celui qui vous convient le mieux. Après, nous, je sais qu'à l'agence, on utilise SEMrush et c'est selon moi l'outil qui est un des outils les plus performants, en tout cas, pour auditer ces contenus. Et à la suite de cet audit sémantique, l'objectif, c'est de mettre en place un planning éditorial qui va vous permettre d'avoir une stratégie de contenu SEO sur l'année, puisqu'encore une fois, le maître mot en SEO, c'est la régularité. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir savoir à quel moment on va poster des contenus, quand on va les poster, et d'être sûr qu'on a toujours un contenu SEO prévu sur le long terme. Et du coup, c'est un point qui est toujours hyper critique. On le voyait un peu plus tôt sur choisir ses requêtes, etc. Et c'est là aussi, finalement, cette partie audit sémantique. C'est là où peut-être que quelque chose qu'on pensait qui était intéressant de chaser en termes de mots-clés, finalement, il n'y a vraiment pas de requêtes, etc. Ou nos concurrents sont tellement blindés que bon, le temps qu'on arrive à les avoir, ça va être peut-être trop long. On a peut-être beaucoup moins de ressources qu'eux. Donc, ça permet aussi de reprioriser les choses et de savoir quels mots-clés ont vraiment du sens et vraiment sont réalistiquement atteignables, je pense, en termes de SEO pour focuser vos efforts au bon endroit. Et puis enfin, popularité. Oui, popularité, le dernier grand pilier du SEO. Là, l'objectif, c'est d'en savoir plus sur les liens que vous recevez aujourd'hui de la part de sites externes. Donc, combien de domaines référents font un lien vers vous, combien de backlinks, quelles sont les encres aussi utilisées, les encres de liens qui sont utilisées pour faire des liens vers votre site. Analyser l'existant et ensuite faire une analyse concurrentielle. L'objectif là, ça va être d'auditer aussi le profil de lien de vos concurrents organiques qui sont bien positionnés. Pourquoi? Parce que l'objectif, ça va être de s'aligner avec eux, voire de les dépasser et de faire mieux pour être mieux positionné. Et souvent, on analyse en fait les résultats. Par exemple, pour une page web bien positionnée sur une requête que vous aimeriez truster, si cette page reçoit 20 backlinks, il faudra potentiellement faire un contenu encore meilleur et autant de backlinks pour essayer de dépasser vos concurrents. Et pour ce qui est des outils, également, vous pouvez aussi utiliser des outils de mots-clés comme SEMrush et Ahref, puisque ces outils comprennent également des outils d'analyse de backlinks. Et il y a également Majestic SEO qui est très connu, notamment pour sa métrique du Trust Flow, qui permet de définir quelle est l'autorité d'un nom de domaine aux yeux de Google. Et donc, une fois que vous avez fait ça, l'objectif, c'est d'avoir un plan d'action détaillé pour votre stratégie de netlinking, combien de liens il faut faire, depuis combien de domaines référents et comment bien varier ces encres pour être sûr que ce soit naturel
puisque toute cette partie netlinking, il faut faire attention, il faut vraiment s'y prendre bien et le faire avec parcimonie, puisque si Google voit qu'on génère trop de liens suroptimisés d'une manière trop poussée, on peut être pénalisé. Donc, il faut faire attention à ça et parfois aussi, c'est bien d'être accompagné sur cette partie. Ok, ça c'est un point, j'ai envie de dire, c'est celui-là qui est un peu le plus dur, hein, parce que celui-là il dépend un peu moins de nous aussi, d'aller en fait chercher ces fameux liens, et souvent les sites intéressants, c'est des concurrents, donc ils vont pas vous faire des liens non plus, donc il faut trouver des médias, donc souvent c'est aussi payant, etc. Donc là c'est un challenge en fait de pouvoir, en fonction du secteur d'activité, de se rapprocher de sites intéressants sur lesquels on pourrait être visible, sur lesquels on pourrait être pertinent, en tout cas, d'apparaître là-dessus. Et puis, on en arrive à il y a quelques questions, on ne pourra pas tout traiter, mais on essaiera de le traiter à la fin. On arrive sur un point qu'on voulait peut-être appuyer plus particulièrement, qui est la partie contenu, un des piliers sur lesquels, en fait, il y a aussi une approche à avoir sur comment on avance. On parle de différents types de requêtes. Tu peux nous présenter ça Oui, bien sûr. L'objectif, en fait, ici, c'est de faire un focus plus sur le contenu parce que, comme on a pu voir, c'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie. Et si vous faites du marketing, vous êtes très certainement amené à déjà avoir une stratégie de contenu en place. L'objectif, ce serait de se dire comment je mutualise mes efforts pour à la fois avoir une stratégie de contenu qui a du sens, mais qui va également me permettre d'être mieux positionné sur les moteurs de recherche. Et sur ce point, il y a plusieurs bonnes pratiques à connaître. La première, c'est que quand on travaille ces contenus pour le SEO, il y a différents types de requêtes. Il va y avoir des requêtes informationnelles et des requêtes transactionnelles. Ces requêtes informationnelles, évidemment, elles vont moins amener une conversion qu'une requête plus transactionnelle. Ça va être des requêtes de type article de blog, des tutos, des conseils concernant des thématiques en rapport avec votre secteur d'activité. Définition. C'est ça. Et en fait, ça vous permet d'être vraiment présent quand on regarde le parcours d'achat d'un utilisateur à différents moments qui sont la prise de conscience et la considération. Donc, quand une personne se rend compte qu'elle a un besoin, un problème, cherche une solution, ne sait pas encore forcément trop mettre des mots dessus, va aller sur Google, faire une recherche. L'objectif pour vous, c'est d'être présent au plus tôt pour déjà améliorer votre visibilité et faire connaître votre activité. Mais aussi derrière, pourquoi pas, si vous générez des leads via ce canal-là, pouvoir accompagner vos clients jusqu'à la phase de décision. Et les requêtes transactionnelles, pour le coup, ça va être vraiment des requêtes avec une intention précise d'achat. Et quand une personne en vient à taper une requête transactionnelle, ici, ce qu'on a envie de faire, c'est de positionner une page qui va lui permettre de convertir. Et là, du coup, on va se focaliser plutôt sur sa homepage, sur ses pages services, produits, pages catégories si on a un e-shop, toutes ces pages qui ont clairement une vocation à pousser à l'achat. Et donc, généralement, on dit, les requêtes informationnelles, ça fait du volume, ça fait du trafic, et les requêtes, finalement, transactionnelles, ça permet de générer de la conversion. C'est là où on essaie de positionner ces pages produits et ces landing pages pour derrière convertir ce trafic-là en client. Et puis, on a différents, du coup, types de mots-clés qui vont aller avec ça. C'est ça. En fait, il y a aussi quelque chose à bien dire quand on commence à faire du SEO. En fonction du secteur d'activité, il y a des requêtes qui peuvent être très concurrentielles et très dures à truster dans la mesure où on n'a pas forcément encore travaillé notre SEO comme ont pu le faire les concurrents organiques. L'objectif, ça va pas être de se focaliser sur des requêtes forcément très concurrentielles qui ont beaucoup de volume de recherche, même si évidemment c'est tentant de se dire qu'on va être premier sur un mot-clé qui fait 10 000 de volume par mois. En attendant, on va mettre beaucoup d'efforts pour se positionner. Parfois, mieux vaut se focaliser sur ce qu'on appelle la longue traîne en SEO. La longue traîne, qu'est-ce que c'est ? C'est des requêtes qui sont beaucoup plus précises, qui permettent vraiment de préciser l'intention qu'il y a derrière la requête utilisateur. Beaucoup moins de volume. On peut avoir des volumes à 20, 30 volumes par mois pour ce mot-clé. En revanche, être présent sur un mot-clé de longue traîne, donc qui va être vraiment très précis, avec une intention vraiment précise derrière, c'est parfois beaucoup plus performant que d'être moins bien positionné sur une très belle requête, mais ne pas être dans les premiers résultats. Et c'est là où je trouve que c'est aussi important, et souvent c'est un peu une erreur, je trouve généralement qu'on voit chez les clients, c'est ils vont analyser leur trafic global de leur site internet, où ils vont se dire, bon bah tiens, on était à 5000 visites ce mois-ci, on est passé à 5300, c'est une bonne nouvelle. Ou à 6000, etc. Le problème de ça, c'est que peut-être il y a peut-être plein de pages qui avaient un trafic hyper qualitatif et vous avez perdu ce trafic-là, et vous avez peut-être un article de blog un peu généraliste qui a rien à voir avec votre activité, qui a augmenté de 1000 vues. Et finalement, au global, la performance SEO, elle est plus favorable en volume général, mais en termes de qualité de trafic pour votre business et en termes de conversion derrière,
c'est important d'avoir une certaine granularité dans ce que vous voyez, de le regarder peut-être page par page, de suivre vos mots-clés et de voir peut-être sur vos top 10, top 20, top 30 requêtes, ce trafic-là, ça donne quoi? Parce que regardez, le SEO, trafic global du site, c'est une info, mais elle n'est pas si intéressante que ça quand on essaie de faire finalement du business avec son site internet. Donc à un moment, de bien mesurer les choses, ça reste quand même important. Donc le côté analytics de tout ça et avec un peu de granularité, ça reste quand même important pour savoir où est-ce qu'on en est et comment on peut améliorer les choses. Et puis il y avait un point aussi qui vient avec tout ça. On peut pas finalement tout traiter en une demi-heure, mais ces notions, on a ça dans des outils comme HubSpot par exemple, qui aujourd'hui permettent donc HubSpot c'est un CMS, c'est un outil de marketing automation, donc ça permet de faire pas mal de choses, mais d'organiser en fait son contenu. Et il y a quelqu'un qui parlait d'une activité 1, une activité 2 sur le site, donc ça c'est courant. On a plusieurs produits, on a des produits et des services, on a potentiellement des grands clients, des petits clients, une offre en e-commerce et une offre un peu plus contextualisée. Donc potentiellement plusieurs requêtes aussi pour attirer du client et attirer du trafic. Et à un moment, une page, on ne peut pas l'optimiser pour 10 clients, 10 requêtes, 10 produits. Donc à un moment, il va falloir aussi multiplier les pages et multiplier du coup les angles d'attaque et les types de contenus. Donc on va créer des pillar pages sur des produits, sur des offres, sur des sujets et créer un écosystème de contenus périphériques comme des articles de blog par exemple qui vont venir traiter sous différents angles les mêmes sujets et avec une organisation aussi de liens. Donc de plus en plus on construit nos stratégies SEO d'un point de vue opérationnel sur la création de ces clusters avec une page transactionnelle bien optimisée, un peu lourde, riche en contenu, et autour de ça, des contenus périphériques, effectivement, qui vont traiter avec des synonymes, avec différents angles, le même champ sémantique pour vraiment être présent, référent et optimiser son trafic. Et puis on va finir sur quelques petits takeaways. Tu veux nous rappeler les thèmes, Alice? Oui, bien sûr. Donc la première chose, c'est d'analyser l'existant grâce à un audit, voir où est-ce qu'on en est sur la partie technique, sur le contenu, sur la popularité. Oui, non. Non, vas-y. Okay. Derrière aussi, expérimenter et délivrer des résultats. Donc faire un mix, évidemment, le SEO, c'est jamais une science exacte. Même s'il y a des bonnes pratiques, il faut tester. Il y a des choses qui vont très bien marcher alors qu'on s'y attend pas, d'autres qui vont pas du tout marcher alors que pourtant on a l'impression de tout faire comme il faut. Et on en revient aussi à se dire, voilà, il y a parfois certaines requêtes qui sont pas forcément pertinentes à travailler en SEO parce qu'elles demandent beaucoup d'efforts, trop d'efforts. Mieux vaut parfois coupler ça à de l'ADS et pour essayer d'être au maximum performant sur l'apport de trafic pour votre site internet. Le troisième point, c'est d'être régulier. Le SEO, c'est quelque chose qui se met en place sur le long terme. Donc, il faut prioriser vos actions et bien les planifier. Et surtout, il faut investir dedans d'un point de vue humain et vraiment mettre des choses en place pour pouvoir délivrer une stratégie de contenu sur le long terme, mais également optimiser techniquement son site de manière régulière et générer des backlinks de manière régulière. Et la dernière chose, c'est d'être patient, parce que le SEO, ça prend du temps. Le SEO, c'est pas, je mets en place ma stratégie, dans un mois, je suis top 1 sur toutes mes requêtes. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, parfois plus pour être positionné quand on part de zéro. Donc, c'est important d'être patient, de bien faire sa stratégie, de bien suivre les actions qu'on a planifiées et idéalement d'analyser ses statistiques en prenant du recul sur 6 mois, 1 an parfois pour être sûr de voir vraiment les effets de la stratégie qu'on a mis en place. Et puis tout ça, ça demande des ressources. C'est-à-dire qu'à un moment, on l'a vu, il faut des outils, et puis il faut du contenu, il faut quelqu'un qui techniquement va optimiser les choses, il faut quelqu'un qui va contacter potentiellement des sites partenaires pour avoir des liens. C'est pas évident. Donc à un moment, au regard de l'enjeu que ça représente d'être bien positionné sur des requêtes majeures pour vous, faut aussi pouvoir y allouer des ressources, peut-être recruter quelqu'un qui va s'occuper que de ça. Je sais pas quelle est votre dimension, si c'est quelque chose qui est réaliste, mais à un moment, c'est pas un stagiaire à mi-temps qui peut vous mettre en top 1 sur toutes vos requêtes en 3 mois. Ça, c'est pas faisable. À un moment, ça demande beaucoup de travail. Et c'est un petit travail de fourmi, parce qu'il y a plein de petites choses à faire tous les jours. Et donc, c'est important à un moment que les ressources que vous mettez en place soient cohérentes par rapport à l'enjeu que ça représente. Je ne sais pas si on arrive à peu près au bout du coup de ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui sur les grands enjeux de cette stratégie de référencement naturel. S'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions, on peut les traiter sans problème. Donc n'hésitez pas dans le chat. On avait certaines, je peux en reprendre certaines. On avait
Une personne qui nous demandait, elle a 2 activités sur son site, elle a une activité 1 et une activité 2. Elle a beaucoup de backlinks a priori sur l'activité 1. Peut-être qu'elle vient de lancer une activité 2. Est-ce qu'elle bénéficie finalement sur son activité 2 des backlinks? Oui, en fait, quand vous faites un backlink vers une URL de votre site, donc certes, vous boostez cette URL en particulier, puisque c'est un direct vers une URL précise, mais de manière générale, récupérer des backlinks, ça booste aussi votre nom de domaine. Donc, peu importe vers quelle page est fait ce backlink, dans tous les cas, ça a forcément un impact sur l'autorité de votre nom de domaine aux yeux de l'algorithme, puisque ça fait toujours une citation en plus pour votre site internet. Après, c'est vrai que parfois, quand on veut booster une URL en particulier, c'est bien d'essayer de faire un focus sur sa campagne de netlinking, sur une URL en particulier, pour essayer de la positionner mieux sur les requêtes qu'on veut cibler. Une autre question, quelqu'un nous demande c'est quoi la différence entre une landing page et une page de site web? Et elle demande si du coup il vaut mieux ajouter des pages de site web ou des landing pages. Moi je peux essayer de répondre à ça, tu me diras si je me trompe. Alors sur les pages de site web généralement, et là en l'occurrence l'exemple c'est HubSpot, donc souvent les gens ils ont un CMS qui est par exemple WordPress, ils vont avoir des landing pages qui sont parfois en sous-domaine. Donc moi j'ai tendance à dire qu'en SEO c'est bien d'avoir tout sur le même domaine et du coup d'avoir un répertoire avec des pages qui vont être organisées sur une thématique ou un certain nombre de mots-clés. Le problème des landing pages HubSpot quand on utilise WordPress, si on n'utilise pas le CMS, c'est qu'elles sont en sous-domaine, donc généralement elles sont quand même perçues comme étant un petit peu décorrélées du site. Et empiler des landing pages, je trouve pas ça non plus hyper pertinent d'un point de vue SEO. On essaie de faire plutôt des landing pages qui sont assez orientées conversion. C'est le boulot d'une landing page. Une landing page, c'est un outil de conversion. Il y a un formulaire dessus, il y a un tracking adapté, c'est personnalisé pour ça. Le but, c'est pas de faire des landing pages qui sont hyper riches en vidéo, en texte, hyper longues. Ça existe, mais typiquement, nous, c'est vrai qu'on a l'habitude chez nous de dire plutôt landing page conversion, page, article de blog, etc., plutôt dédié à ce qui va être génération de trafic et SEO. C'est tout à fait ça. Moi, s'il y a un conseil que je pourrais donner c'est vrai que des fois, quand on crée un contenu à vocation purement SEO, on n'a pas forcément envie de l'intégrer sur son blog avec un article parce qu'on se dit que ça reste quand même un peu décorrélé. Ce qu'on peut faire, c'est créer un template de page qu'on appellerait un template de page silo qui va vous permettre, en fait, donc de travailler des requêtes purement SEO avec du contenu, une image, des pages vraiment bien optimisées qui vont être performantes et que vous allez pouvoir derrière organiser, créer vos requêtes, mailler entre elles avec du maillage interne. L'objectif, c'est d'avoir un template que vous pourrez par exemple mettre en lien vers votre footer ou depuis une pillar page et ensuite faire un lien vers ces pages-là. L'objectif, c'est d'avoir un template peut-être dédié pour ces requêtes qui sont un peu entre deux, j'ai envie de ranker sur cette requête, mais en même temps, j'ai pas hyper envie de la mettre sur mon blog parce que c'est un peu décorrélé de mes problématiques utilisateurs et de ma ligne éditoriale, quoi. Et on va en prendre une petite dernière. Il y a une personne qui nous disait, on prend celle-là aussi? Allez. Du coup, lorsqu'on utilise WordPress et HubSpot, quelle stratégie est la plus optimale pour tout optimiser niveau SEO? Donc, pour optimiser au niveau SEO, l'objectif, ça va être de créer des pages sur votre site WordPress. Donc, en fait, ça, c'est ce qui vous permet d'optimiser votre site, c'est de créer des contenus. Donc, vous allez créer des contenus sur votre WordPress. Après, si vous utilisez HubSpot Marketing, vous avez notamment le SEO Tool qui vous permet d'organiser vos contenus et de suivre vos performances. Donc, si vous connectez votre Search Console à HubSpot, derrière, vous allez pouvoir organiser vos contenus sur la dynamique des topic clusters en sélectionnant une page principale, des pages connexes. Vous pouvez mettre des URL externes. On n'est pas obligé d'avoir un site sur HubSpot pour se servir du SEO Tool. Et derrière, vous allez pouvoir donc vous assurer déjà que vos pages elles sont bien reliées entre elles avec des liens hypertextes. Et surtout, vous allez pouvoir sur le long terme regarder quelle est la performance de chacun de vos topic clusters. Et puis d'une manière générale, après, vous pouvez aussi benchmarker l'idée de switcher sur le CMS. On avait fait un webinar, c'était le mois dernier. Sur le CMS, on avait parlé effectivement des avantages que ça peut représenter. Et là, ça vous affranchit de cette histoire de sous-domaine, etc. Tout est au même endroit, gouvernance, rapidité, tracking, etc., etc. Donc ça, effectivement, c'est aussi une opportunité potentiellement pour vous de tout passer sur HubSpot. C'est des choses qu'on fait de plus en plus d'ailleurs pour nos clients qui à un moment commencent à empiler des choses, WordPress à gauche, HubSpot à droite. C'est compliqué, il faut faire des liens, il faut mettre des CTA dans le code, ça alourdit les choses. Donc on va de plus en plus faire ça. Et puis il y a quelqu'un qui nous avait posé une question
sur une requête cible avec un peu de frustration finalement. On a tout essayé, on a fait du maillage interne, on a fait de la vidéo, on a fait du netlinking et puis on n'est toujours pas là. On est 5e et on veut être dans les 3 premiers. Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui dit ça? Alors déjà, l'objectif, c'est vraiment d'analyser la requête en particulier. Quelle est l'intention de recherche pour cette requête et surtout qu'est-ce que comprend l'algorithme de l'intention qui se cache derrière cette requête. Parce que le SEO, c'est aussi ça. C'est aussi essayer de travailler ses contenus en imaginant ce que Google attend de nous. Là, quand on regarde un peu sur cette requête, donc déjà, on a une map qui est présentée. Donc, c'est une requête très, très business. On nous présente des entreprises. Et derrière, en première position, on a Wikipédia. Ça va être très compliqué de se positionner et d'arriver au-dessus de Wikipédia. On a également Digiformat, donc c'est une définition, c'est du contenu très informationnel. Donc je ne sais pas quel type de page vous essayez de positionner sur cette requête. Si c'est une page très business, peut-être essayer de plus miser sur une requête un peu plus longue traîne, qui va quand même vous permettre d'être visible sur cette requête-là, sans pour autant vraiment capitaliser tous vos efforts sur se positionner sur cette requête alors que vous n'y arrivez pas. Aussi, regardez combien de backlinks font les concurrents sur la première page. Ça peut vous donner un indicateur de est-ce qu'il vous en reste encore beaucoup à faire ou pas. Optimisez bien vos contenus et c'est à peu près tout. Ouais, d'où l'intérêt de refaire encore l'audit pour avoir une picture d'ensemble sur la partie contenu, sur la partie technique et sur la partie sémantique. Et puis ensuite, derrière, à prioriser vos actions parce qu'en marketing, d'une manière générale, on peut beaucoup travailler. On n'est pas payé à la sueur. Il faut vraiment choisir ses combats, choisir ses mots-clés, choisir ses leviers. Et puis, ça remet de patience et puis se retrousser les manches parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Et sur ce, je pense qu'on on va vous quitter maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn pour échanger. Ce sera avec plaisir si on peut vous donner quelques astuces. Puis il nous reste à vous souhaiter un bon appétit. Merci Alice d'être venue aujourd'hui. Et puis on se reparle bientôt pour un nouveau webinar. Bon appétit à tous et puis à bientôt. À bientôt. Bye.